Merci, monsieur. Merci. Merci, monsieur. Recording in progress. OK, 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 OK. OK. Donc, vais- Voilà, si vous voulez, l'équation qu'on a écrite hier, n'est-ce pas, et qui dit que euh, la somme du chômage saisonnier, le moins important, plus le chômage frictionnel, qu'on va rappeler, plus le chômage structurel, qu'on va rappeler aussi, c'est égal à un ensemble de chômage qui est considéré comme un chômage naturel par les monétaristes. Friedman lui a donné ce nom, et les libéraux l'appellent le chômage naturel de l'économie. Ça veut dire c'est un chômage qui est inévitable dans une économie. Ça veut dire qu'il est, quelquefois on l'appelle un chômage incompressible. Ça veut dire que ce n'est pas la peine d'essayer de lutter contre ce chômage par des politiques keynésiennes ou des politiques conjoncturelles, parce que c'est un chômage, vous voyez, dedans il y a le chômage structurel. Il ne peut pas être combattu par des politiques de conjoncture, conjoncturelles à la keynésienne, n'est-ce pas? Le frictionnel non plus. Parce qu'on a expliqué hier, un chômage frictionnel, c'est un chômage euh, d'appariement, un chômage de recherche d'emploi, n'est-ce pas? Et à la limite, c'est considéré, comme je vais l'expliquer un peu plus tard, comme un chômage de bonne santé de l'économie. C'est un peu étonnant. Les pays qui ont une meilleure santé économique, d'après les libéraux, sont des pays où le chômage frictionnel est plus élevé que dans les pays qui n'ont pas un bon marché du travail flexible. Parce que la flexibilité du marché du travail permet aux salariés de changer d'emploi, de changer d'entreprise, chercher le meilleur emploi rémunérateur. Et le temps de cette recherche, ça définit, euh, ça, ça, ça définit le montant, le volume de ce chômage frictionnel. Ça veut dire que les pays où le marché du travail n'est pas très flexible, les gens ont peur de lâcher un meilleur travail ou aller dans une autre région. Et dans ce cas-là, ce chômage frictionnel est plus faible. On considère très souvent que le chômage aux États-Unis frictionnel est plus élevé que le chômage frictionnel des pays européens. Parce que les Américains ou le marché du travail américain est plus flexible, les gens sont plus mobiles, les opportunités sont plus nombreuses, et c'est ça qui fait que les gens prennent le risque de lâcher un job pour aller en chercher un autre meilleur pour eux. C'est ça qui fait que les chômeurs frictionnels sont plus nombreux aux États-Unis qu'en Europe. Ensuite, vous avez le chômage structurel qu'on a défini hier, qui dépend des structures de l'économie. C'est un chômage de très long terme. Ce n'est pas le fait qu'il soit de longue durée, attention. Hein. C'est un chômage qui est la cause de structures qui ne changent pas facilement dans le temps. Pour des problèmes, par exemple, d'inadéquation des qualifications des travailleurs,
aux besoins des entreprises. S'il y a une inadéquation, ce n'est pas du jour au lendemain ou d'un mois à l'autre qu'on peut remédier à ça. Pourquoi? Parce qu'il faut reformer les salariés, changer le système éducatif. Ça prend du temps. C'est ça que c'est un chômage de structure. On dit structurel. On ne peut pas lutter contre ce chômage avec des politiques en l'espace d'un mandat électoral. Par exemple, des problèmes démographiques peuvent causer ce chômage structurel. Et les problèmes démographiques, c'est du long terme. Ça ne peut pas changer facilement par des politiques conjoncturelles à la keynésienne, par exemple. Donc, ce bloc-là de ces trois types de chômage définissent le chômage d'une économie qu'on appellerait naturelle. Chez les monétaristes, ils l'appellent comme ça. Les libéraux l'appellent comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire ce chômage naturel? Ça veut dire qu'on ne peut pas le corriger, on ne peut pas y remédier ou le baisser par des politiques keynésiennes ou des politiques de court terme. Ça demande des changements de structure, des changements de mentalité, des changements des institutions sociales, n'est-ce pas? Mais d'autres écoles comme les néo-keynésiens, les nouveaux keynésiens, ils l'appellent chômage d'équilibre. Qu'est-ce que ça veut dire d'équilibre? Ça veut dire que ça ne contredit pas du tout les premiers, mais ils le voient autrement. Un chômage d'équilibre, ça veut dire quand le marché du travail est en équilibre, il n'exclut pas ce type de chômage. Qui dit chômage d'équilibre dit plein emploi. Et qui dit plein emploi ne dit pas chômage égale zéro. Il dit chômage égale chômage naturel. Donc, les politiques conjoncturelles ne peuvent rien contre ce chômage naturel ou d'équilibre. Pour ne pas se tromper de combat, si vous voulez. Les politiques conjoncturelles que nous verrons dans les politiques keynésiennes, quand on fera 15, ne traitent pas, ne sont pas là pour réduire ce chômage-là. Par contre, ils permettent de réduire, nous le verrons, le chômage cyclique. C'est bien toi, jeune homme derrière, qui a parlé de chômage cyclique, c'est ça? C'est ça. Le chômage cyclique, c'est un chômage qui dépend de l'activité économique conjoncturelle. Quand le cycle monte, le chômage cyclique baisse. Quand le PIB monte, le PIB réel monte, le chômage cyclique baisse. Quand l'économie tombe dans le bas du cycle, eh bien, le chômage cyclique augmente. Et les politiques qu'on a expliquées hier, qu'on appelle des politiques de stabilisation, elles permettent de réduire le chômage cyclique, mais pas les trois qui sont là. D'accord? Et donc, on a expliqué que le chômage cyclique, c'est cyclique, plus le chômage naturel, n'est-ce pas, ou d'équilibre, c'est ça qui donne le chômage observé par les statistiques, le chômage total, si vous voulez. Alors, ce que je voulais rajouter par rapport à hier, c'est quelques aspects théoriques. Vous n'allez pas être des spécialistes de la théorie du chômage, mais vous pouvez rallumer maintenant parce que j'ai plus besoin, presque plus besoin du tableau. Ah, vous êtes réveillés? Hein? Les dormeurs du Val. Donc, on va essayer de rattacher quelques théories, quelques noms, quelques concepts à ces chômages.
Commençons par le chômage frictionnel. Le chômage frictionnel, du point de vue des théories libérales, du point de vue de théorie néoclassique, du point de vue des théories monétaristes, tout ce qui n'est pas Keynes, ils considèrent que ce chômage frictionnel est un chômage volontaire. On insiste sur le mot volontaire parce que Keynes va définir un autre chômage qui s'appelle le chômage involontaire. Donc, le chômage frictionnel est un chômage volontaire. Ça veut dire qu'il relève de la stratégie individuelle des chômeurs. Et c'est aussi, comme on l'a dit, un chômage incompressible, c'est-à-dire on ne peut pas le réduire facilement parce qu'il est lié au délai d'ajustement de la main-d'œuvre d'un emploi, d'un job à l'autre, d'un emploi à l'autre. D'après les théories libérales, eh bien, les travailleurs quittent volontairement un emploi pour en chercher un meilleur. Et c'est ce temps de latence ou temps de recherche qui fait ce chômage conjoncturel. Oui. En gros, il y a plus de chômage frictionnel aux États-Unis qu'en Europe. Eh bien, tout à fait. Eh bien, avant de noter, s'il te plaît, plus aux États-Unis qu'en Europe, en fait, plus dans les pays où le marché du travail est flexible. Les gens n'ont pas peur de quitter un emploi parce qu'ils savent qu'ils peuvent en trouver ailleurs. Donc, on dit que le marché est flexible. Et donc, le marché flexible fait que le chômage frictionnel est plus important. Et les pays où le marché du travail est rigide, ben, le chômage est fort. Est-ce que je me rappelle ce que c'est le marché flexible? Ben, un marché de travail flexible, c'est-à-dire un marché où euh, euh, variable en fonction du salaire réel, par exemple. Quand il y a beaucoup de demandes de travail, le taux de salaire aura tendance à baisser pour absorber le supplément d'offres de travail des salariés en chômage. Dans d'autres pays, ces offres et ces demandes, d'après les théories néoclassiques ou libérales, euh, sont rigides. Les chômeurs restent plus longtemps en chômage parce que le salaire réel ne baisse pas. Et donc, les entreprises ne les embauchent pas. Si le marché du travail était plus flexible, il faudrait baisser le salaire réel, d'après la logique néoclassique, et absorberait une grande partie de ces chômeurs. C'est ça qui s'appelle la flexibilité. Bien sûr, la flexibilité, elle n'est pas simplement due aux possibilités du salarié. Ils vont au chômeur, c'est ça? Oui. Oui, pas beaucoup moins que s'ils travaillaient. Non, c'est pas ça.
Oui, oui, du chômage. Parce que le salarié pour continuer dans ta réflexion, mademoiselle, qui est une bonne question dans ta réflexion. Son travail, pas très mal. Euh, ce chômage-là, il fait partie du chômage structurel. Pourquoi? Parce qu'institutionnel, il m'a profité de sa situation de chômage. Pourquoi? Parce qu'il y a des institutions de couverture du chômage. Ces institutions ne changent pas facilement. Un gouvernement ne peut pas les changer très facilement. Donc, ils font partie de la structure de l'économie, les structures institutionnelles du marché du travail. Et donc, ce chômage-là, il fait partie du chômage structurel de l'économie. C'est bien sûr un comportement individuel du salarié, mais qui est dû à la structure institutionnelle du marché du travail. Alors ensuite, ce que je voulais rajouter dans cette définition, c'est que euh, les, beaucoup de théories ont été développées autour de ce chômage structurel qu'on appelle aussi chômage de prospection et d'appariement. Notez les termes comme ceci, parce qu'ils sont connus comme ça dans la littérature. Chômage de prospection ou d'appariement. Alors, prospection, ça veut dire c'est le salarié qui cherche du travail, qui prospecte, qui cherche du travail. D'ailleurs, on va trouver qu'il y a une théorie qui s'appelle la théorie de la recherche du job, job search theory, la théorie du job search. C'est une théorie américaine un peu qui a fait son temps. Elle est passée de mode maintenant, mais elle a été d'une grande popularité pendant les années 60-70. Et il s'appelle aussi chômage d'appariement. C'est quoi l'appariement? C'est le matching entre les offres et les demandes. Quelquefois, le matching ne se fait pas très bien. Fait ce qu'on trouve comme qualification chez les salariés. Donc, on dit qu'il y a un mauvais appariement. Le premier qui a étudié cette question de l'appariement, du chômage frictionnel, c'est Lord Beveridge. Monsieur Beveridge, dont j'ai déjà parlé, de Beveridge. Vous vous rappelez quand j'ai parlé de Beveridge il y a quelque temps? Ah, si. Quand j'ai parlé du système de sécurité sociale de Beveridge et le secrétaire Bismarck en Allemagne. Ce sont les deux modèles standards de sécurité sociale. Donc, vous notez que Beveridge était le premier à avoir observé en 1944 ce chômage frictionnel en mettant en relation statistique entre taux de chômage et taux d'emploi vacant, c'est-à-dire entre
chômeurs, taux de chômage, et les taux de vacation, c'est-à-dire des emplois non pourvus, des postes de travail qui ne sont pas occupés. Les entreprises cherchent, mais ne trouvent pas de gens pour occuper des postes qu'elles proposent, parce qu'il n'y a pas les qualifications. Il n'y a pas les... gens qui cherchent le marché du logement et qui ont le moyen pour payer. Hein? Hein? Euh, c'est pas que ça ne correspond pas, c'est que les propriétaires ne veulent pas louer. Et pourtant, ils aimeraient louer, mais ils ne veulent pas louer. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Sélection. Non? Parce que le marché, d'après la logique libérale, attention, il y a des lois qui disent tu ne peux pas n'importe comment ton loyer, le taux d'inflation. Mais ils ne veulent pas. Et puis quand si c'est une femme avec des enfants en bas âge, elle ne paye pas. Mais ça va. Et ça correspond pas. N'oubliez pas non plus que quand d'après la logique néoclassique et libérale, si on ne peut pas licencier facilement, ben on n'embauche pas, même si on a de gens. Parce que le jour où la situation cycle baisse, ben on a envie de licencier. Mais on ne peut plus, c'est trop tard. La loi interdit. Donc, on va payer des gens à presque rien faire, ça coûte trop cher. Donc, ils préfèrent laisser des postes vacants ou se débrouiller autrement. C'est une explication par les néoclassiques qui disent, voilà, le marché du travail n'est pas flexible, on ne peut pas licencier quand on veut. Les entreprises n'embauchent pas. C'est une explication qui n'est pas de la vie du temps. En vacances et le coût. Cette courbe de la courbe de je répète parce que je n'étais pas en train d'enregistrer. La courbe de Beveridge est une courbe qui relie
En abscisse, les taux de vacances d'emploi, pourcentage de postes non pourvus chez les entreprises. Et en ordonnée, le taux de chômage, c'est-à-dire le pourcentage de gens qui ne trouvent pas de job. Cette loi a été ou très utilisée toujours par les macroéconomistes pour construire des modèles macroéconomiques. Frictionnel ou de prospection ou d'appariement, il est de l'ordre de 5%. Par le comportement individuel des acteurs, c'est-à-dire ici les chômeurs, qui consiste à dire que c'est le comportement rationnel des individus qui explique ce chômage frictionnel par le recours à la notion de coût marginal de l'information. Ce coût de l'information, c'est-à-dire l'information des salariés pour aller chercher des postes qui croient plus vite que le salaire proposé par les nouveaux postes. Et cette théorie dit que tant que le rendement marginal de l'argent est venu à chercher l'emploi qu'il trouve, lorsque il y a égalité entre le rendement marginal et entre le rendement marginal de la prospection la théorie un seul sur lequel il commence à accepter et je ne vais pas m'énerver du tout. Parce que je suis déjà énervé. Pas la peine d'en rajouter. On va voir dans l'enregistrement. Si vous trouvez que c'est haché, il y a des morceaux qui ne sont pas enregistrés. Je ne sais pas sur quelle chose mettre les questions. Je n'ai pas envie de me réécouter, moi. Hein? Comme ça, on est sûr que. Oui.
On ne risque pas de... Oui. Non, mais c'est ce qu'on devrait faire. Mais on le fera pas. Ah, donc, euh, cette théorie, voilà. Vous avez une troisième théorie qui s'appelle la théorie du capital humain. Vous connaissez celui-là, c'est Gary Becker. C'est Gary Becker qui a inventé la théorie du capital humain et qui est elle aussi mobilisée pour expliquer le salaire, le chômage frictionnel ou de recherche ou de matching. D'après cette théorie du capital humain, le salarié, dans son comportement personnel, il peut quitter un job, il peut aller se former pour espérer trouver un meilleur job après sa formation. Et il fait le calcul à partir d'un coût marginal de sa nouvelle formation et le rendement marginal du nouveau job qu'il espère trouver avec cette nouvelle formation. Et quand il y a égalité, la personne se lance dans la recherche d'un travail nouveau qui est plus rémunérateur. Voilà, si vous voulez, les théories qui sont mobilisées pour euh, le chômage frictionnel conjoncturel. Alors, on passe maintenant au chômage, le chômage cyclique, si vous voulez. N'est-ce pas? On l'appelle aussi chômage, n'est-ce pas? Le chômage cyclique s'appelle aussi chômage conjoncturel. Il est non pas lié au comportement individuel de recherche d'un meilleur job, meilleur salaire, n'est-ce pas? Plus fort. Voilà, donc ce n'est pas du comportement du salarié, mais du comportement du producteur. Et le comportement du producteur, il est aussi imposé par la situation du cycle économique. Ça veut dire, c'est pour ça qu'on l'appelle cyclique. Oui, enfin? Je veux dire, le chômage conjoncturel, il n'est pas, par exemple, en cas de crise économique. Oui, c'est ce que disait ton camarade. Hein? Il a répété ce que tu as dit d'une autre façon. Mais par exemple, dans le Covid, il y avait un chômage conjoncturel. Dans le coronavirus, il y Ouais. avait un chômage conjoncturel. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais le problème du Covid, on ouvre une petite parenthèse parce qu'elle n'est pas inintéressante. Parenthèse, Raphaël. Raphaël a soulevé le problème du chômage à la suite de la Covid, n'est-ce pas? C'est ça. Eh bien, le problème, c'est que après le Covid, il y a eu pas tout à fait un retour de beaucoup de salariés qui n'ont pas retrouvé, qui n'ont pas voulu retourner au marché du travail. Ils sont restés au chômage ou ils ont changé de job. Le problème que je ne sais pas si vous entendez parler autour de vous, par exemple, beaucoup de métiers que beaucoup de jeunes ou de moins jeunes considéraient comme des métiers normaux, ils font vivre, ils font élever une famille, ils se sont aperçus après le Covid que ce n'était pas une vie de continuer dans ce genre de job. Après la fin de confinement, ils ont beaucoup de mal. Travail de nuit, des veilleurs de nuit, des gardiens,
ces gens-là ont agréable avec leur famille et leurs enfants. Ils avaient une vie qui était... Ils travaillaient quand les gens étaient en week-end, de repos, en soirée, c'est eux qui travaillaient. Et quand ils ont été confinés, ils ont goûté à la vie familiale, la vie, n'est-ce pas, d'horaire ordinaire, et ils n'ont plus voulu retrouver leur poste qu'ils occupaient avant le Covid. Donc finalement, c'est cyclique, mais cyclique sans retour. Donc voilà pour ce qui est de ce chômage conjoncturel. Il nous reste quelques minutes ou pas? Combien? Une minute. Je finis une minute. Donc, minutes. Il y a formes après qui sont qu'on a appelées des lois. La première des lois, c'est la loi d'aucune. S'écrit comme ça. Loi d'un monsieur américain qui s'appelle Aucune. C'est une loi qui dit, vous le notez, la dernière phrase, il dit qu'en période de récession, la loi d'aucune dit qu'en période de récession, ça veut dire le creux du cycle, la production baisse plus que proportionnellement, la production baisse plus que proportionnellement par rapport à l'emploi et à l'investissement. C'est-à-dire qu'une hausse de la production entraîne une hausse de la production de 2%, par exemple, une hausse de la production de, par exemple, 2%, entraîne une baisse de chômage de seulement 1%. Ça veut dire qu'il n'y a pas de variation proportionnelle entre la production ou le PIB ou la croissance, le chômage. C'est bien passé. Et sinon, j'ai enregistré la même chose avec vos camarades du groupe précédent, de toute façon. Doucement, hein? Doucement, hein?